Alors passons à la partie économie à présent. Je crois que vous vouliez nous dire un mot à propos de la mise à l'écart récente des économistes hétérodoxes. Alors, si vous voulez, et attention, parce que je ne veux pas du tout les desservir en parlant, mais comme personne n'a repris cette information, et que je trouve ça absolument lamentable, euh, il est paru dans le Nouvel Obs sous la plume donc, de Jean-Pierre Dupuis. Donc Jean-Pierre Dupuis, ici, c'est celui que je crois, et c'est un ingénieur prof à Stanford et qui est un des élèves de René Girard. C'est une sombre. Et surtout de Frédéric Lordon, que je connais un peu mieux, quelqu'un que je connais un peu, dont je connais mieux l'œuvre, qui est à la fois donc grand économiste hétérodoxe critique et également spécialiste de Spinoza, auquel il a eu beaucoup ses travaux, et ils avaient volonté de créer au sein des universités une section d'économie politique distincte de la science économique, ce qui est tout à fait juste, parce que la grande économie, c'est l'économie politique. La naturalisation de la science économique, premièrement, c'est quelque chose de très récent. C'est quelque chose de très récent, ça date de la pensée régressive en sciences économiques des années 80, sur la rationalité de l'agent, sur toutes ces conneries, c'est-à-dire de retour à l'économie néoclassique, avec tous ces errements qui ont en plus enfanté des... sur le cas russe, par exemple, c'est évident, qui ont en plus enfanté des catastrophes quand elles ont été prises à titre de programme par des organisations internationales type FMI ou Banque mondiale. Enfin, ce qu'on appelle la Banque mondiale est donc un collectif d'institutions, etc. Donc voilà. Le, ces gens-là ont voulu faire économie politique, voilà, dans la lignée de ce qui se fait à l'étranger. Hein, par exemple, les institutions que tiennent Rainer, enfin, Eric Reinert pour les pays en développement, parce que lui il enseigne à la fois dans les pays de l'Est, mais également en Corée du Sud, etc. Mais ce qui est également le cas de plusieurs économistes hétérodoxes qui sont dans certaines facultés américaines. À Austin, Texas, par exemple, ce qui était le cas de Varou, hein, de Varoufakis, hein, qui était avec beaucoup d'économistes hétérodoxes, parce qu'ils, comme ils sont aussi mal vus aux États-Unis, il ne faut pas se leurrer. Mais au moins aux États-Unis, ils ont le droit à leur chair. En France, on veut même les virer de leur chair. C'est-à-dire que sur la radicalisation de l'économie idéologique, du libéralisme aujourd'hui, mais également de l'euro, ce qui sont de toute façon les deux faces d'une même pièce, c'est en France où on fait l'épuration. Et donc, il devait avoir cet enseignement d'économie politique qui, par le Nouvel Obs, hein, donc là on est dans la presse autorisée de caniveau, dit une intervention au plus haut niveau auprès donc de François Hollande. Je ne sais pas quelle est la compétence du président de la République pour ça. Il a l'air d'avoir du temps, hein, entre deux road movies à scooter. Sous intervention de deux hommes. Monsieur Philippe Agion, ou Aguillon, excusez-moi si je l'écorche, qui est l'un des économistes concepteurs du plan d'austérité, autrement dit quelqu'un qui aurait fait merveille sous le gouvernement Laval, et qui serait intervenu avec Monsieur Tirole. Qui est Monsieur Tirole? Second prix Nobel d'économie français, tout le monde s'en enorgueillit et se tire d'une papilla. Mais Monsieur Tirole, c'est simple. Peut-être que la France n'aurait dû garder qu'un seul prix Nobel d'économie, en gardant Morissel, et encore quelques années, de là avoir quelqu'un. Parce que Monsieur Tirole, outre, je renvoie nos internautes aux interventions du personnage sur le marché carbone, qui prouve que c'est un homme qui a manqué une grande carrière d'humoriste. Et
premièrement, et deuxièmement, a priori, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à des mesures de basse police, parce que ça, c'est de la basse police, pour faire interdire les autres de parole. Parce que, évidemment, derrière, c'est tous les grands économistes hétérodoxes français qui sont menacés, dont, à mon avis, le navire amiral et Jacques Sapir, qui, à mon avis, pour ses écrits théoriques, que vous retrouverez dans les trous noirs de la science économique, vaudrait beaucoup plus d'être primé que le théoricien de la concurrence, monsieur de Tyrol. Je fais un petit aparté sur la chose, c'est là où vous voyez la médiocrité et du comité, enfin du prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel pour l'économie, qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie pour une raison qui est simple, c'est que la légende dit que la femme de Nobel le trompait avec quelqu'un qui enseignait l'économie, donc il n'a pas voulu, très bien. Mais c'est là où vous voyez, je crois d'ailleurs que le patron du comité de Nobel a des petits problèmes, je sais pas, il vient d'être démis de ses fonctions, je sais pas pourquoi, pour une affaire en cours d'instruction. Strauss-Kahnienne, m'a-t-on dit, enfin, main verticale. C'est pour vous dire que ça vaut pas grand-chose. En tout cas, monsieur Tyrol vaut pas grand-chose, de toute évidence. Et je vois que le président de la République a repris les vieilles méthodes universitaires de François Mitterrand. Je vous en donne une comme exemple, parce que ça n'a jamais été lancé en public. François Mitterrand avait convoqué M. François Fillon dans le gouvernement de cohabitation de M. Balladur, où il était secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, ou ministre de l'enseignement supérieur, mais je crois que c'était un secrétaire d'État. Et il avait comme conseiller le plus grand philosophe catholique depuis la guerre en termes de nombre de thèses publiées, près de 200, sous sa direction, qui est Pierre Magnard. Pierre Magnard avait été au lycée, donc je crois que c'était Henri IV, oui, l'ancien lycée Charlemagne, donc c'est l'ancien lycée Napoléon, pardon, donc c'est Henri IV, je crois, reste à vérifier. Et il y avait été comme condisciple avec Pierre Bourdieu et Jacques Derrida. Jacques Derrida étant l'intellectuel de cour auprès de François Mitterrand, il avait demandé la tête de Magnard et François Fillon avait réagi, chose peu commune chez le personnage comme un homme, et lui avait dit que la constitution de la Ve République faisait que la direction du gouvernement était à la charge du Premier ministre et que donc il n'avait pas utilisé de pouvoir hiérarchique en période de cohabitation, ce qui est tout à fait vrai en termes de lecture constitutionnelle. Donc, ce sont de bonnes vieilles méthodes d'épuration universitaire qui ne grandissent pas leurs auteurs, mais je tenais à ce que ce soit dit. Voilà. Parlons maintenant de la vente d'Alstom. Vente à hauteur de 80% au 70%. Groupe, 70%, au groupe américain General Electric. Quelle est votre approche de ce rachat? Alors, il y a trois choses à en dire. Premièrement, je sais que ces affaires sont complexes, mais je demande à toute personne qui pense être un patriote français sincère de se brancher, et d'ailleurs de garder dans ses favoris le site CEF2R, donc Centre français de recherche sur le renseignement, tenu par un homme exceptionnel qui est Eric Dénessé, et de télécharger une rubrique rapport, et donc de télécharger le dernier sur l'affaire Alstom. Il y a également Jean-Michel Quatrepoint, quelqu'un de très bien, l'ancien patron de la lettre A, lettre interne de l'administration, qui avait fait un très bon papier là-dessus. Alstom, c'est quoi? C'est l'un des derniers fleurons de la technologie française. Pourquoi le général a fait autant de grands groupes français? Parce que la souveraineté, c'est avant tout, c'est très matériel, la souveraineté. Ça, il faut vous sortir du mythe que la souveraineté se décrète. La souveraineté, c'est de la matérialité. Vous l'avez pas. Quand vous avez la volonté, vous y mettez les moyens. Le fait même que vous ayez la volonté prouve que vous êtes souverain. Mais après, vous devez entrer dans la souveraineté. Là, vous êtes dans la souveraineté en puissance, en termes aristotéliciens. Vous devez entrer dans la souveraineté en acte. Et pour ça, il faut des moyens. Toute l'histoire de la France libre, c'est de constituer des moyens. Et ils l'ont fait. Toute l'histoire du gaullisme, c'est de donner à la France les moyens de vivre. Les moyens de suivre sa propre voie souveraine et volontaire. D'accord ? D'où la création de grands groupes, et particulièrement de grands groupes de défense. Alstom, c'est quoi? C'est le nucléaire.
c'est l'espace et c'est également les turbines à vapeur. Turbines à vapeur qui font, entre autres, donc les centrales. Il faut savoir une chose, le marché des turbines au monde est dominé par 4 entreprises. Alstom, General Electric, Siemens et Mitsubishi. Il faut savoir que les négociations qui ont été entérinées par M. Macron, le sympathique M. Macron, les négociations ne nous étaient déjà pas favorables. L'accord définitif est catastrophique. Alors on garde ce qu'on appelle l'action d'or, la golden share, pour dire que le nucléaire est préservé de l'accord et qu'il ne porte que sur les turbines. C'est faux. Une golden share est une méthode qui dit que si l'État a une participation, elle est, quelle qu'elle soit, minorité bloquante. C'est faux. Parce que pour ça, il faut vouloir l'utiliser, la golden share. Pour ça, il faut avoir les moyens, il faut avoir la puissance, au sens que Christian Arbulot donne à ce mot. Les grands théoriciens de la puissance. Alors Flamby, il a la puissance, Flamby. Il va envoyer qui? Fabius? Laurent Latremblotte? Ou le sémillant chef de guerre Le Drian? Je pense que l'administration américaine doit numéroter ses abattis lourdement. Qui est au commerce extérieur maintenant? Parce que pourquoi pas envoyer le commerce extérieur tant qu'on y est? Si sympathique Fleur Pellerin, ça doit être ça. C'est elle qui est restée ou pas? Peu importe. Ou peut-être attaché au foudre de guerre qui est monsieur Sapin. L'administration américaine doit-elle s'en remettre? Là, si vous voulez, vous savez, voilà. Là, pardonnez-moi de vous dire ça, mais vous avez, on serait au poker, vous auriez la main d'un homme mort. Je sais plus, c'est une paire de 2 et une paire de je sais pas quoi. Parce que là, c'est une paire de 2 là, que vous avez. Le grand problème, c'est la souveraineté commande que certaines activités soient du domaine de l'État et de lui seul. Pas de partenariat avec les amis, parce qu'un État, ça n'a pas d'amis. Pas de Union européenne de la recherche, rien. De la nationaliser Alstom, en utilisant la caisse des dépôts, ce que seul, il faut le reconnaître, il n'y a qu'un seul parti qui a proposé ça. Tout le Front National. C'était ce qu'il fallait faire. Voilà. Il fallait le faire. Parce que les gens me disent, oui, on aurait pu faire un partenariat européen avec Siemens. Ça a... Comprenez pas que quand on entre dans la soumission, peu importe face à qui on y entre, l'allemand ou l'américain, peu importe. En Chine, on dit qu'il fait l'âne ne doit pas se plaindre qu'on lui monte dessus. Alors vous plaignez pas. Le gros problème, je vais vous dire ce que ça va être. Ça va être, premièrement, que l'infrastructure puisque Alstom fait toutes les turbines de nos centrales. Donc maintenant, le parc nucléaire français est à la garde des Américains. Nos exportations, les Américains, alors parce que nous avons des accords, Alstom, Rusatome, les Américains vont nous laisser les faire? Je pense pas, non. Regardez l'affaire des Mistral récents. Ça vous rappelle pas l'affaire General Motors en Iran? Quand les Américains prennent des participations dans des entreprises françaises d'automobiles, les flinguent de l'intérieur, en disant non, on renonce au marché iranien, résultat PSA, boum, et les Américains entrent en Iran à notre place? Pure technique d'intelligence économique de haut niveau, fait par de vrais professionnels. Ensuite, nous avons Alstom Espace, pour nos satellites de défense. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous recommande vraiment de lire, parce que Éric Dénessé a listé les responsabilités, sauf une, qui est celle du chef des armées, de François Hollande, ce qui est normal. Mais vous verrez des gens très drôles.
quand vous me reprochez d'être parfois plus dur avec des gens qui mettent en avant leur patriotisme pour trahir, vous pourrez voir qui est le rôle de Clara Lejeune-Guémard, fille de Jérôme Lejeune, fondation Jérôme Lejeune anti-avortement. C'est l'un des plus grands actes de trahison depuis la fin de J'aime plus, certainement. C'est un acte de trahison hors du commun, ce qui vient d'arriver. Et donc c'est Madame Guémard, Monsieur Guémard, le si catholique pratiquant. Vous savez, c'était une unité de mesure, on l'appelait le loyer Guémard. Je sais plus, c'était 100 mètres carrés pour une bouchée de pain. C'était une unité de mesure à un moment dans le Canard enchaîné. On appelait ça les loyers Guémard. Monsieur Guémard qui est aujourd'hui le principal porte-flingue de Monsieur Juppé. Le meilleur d'entre nous. Je renvoie aussi nos internautes et nos amis à la lecture, ils le trouveront sur internet, du titre 5 du Code pénal, sur l'atteinte aux intérêts supérieurs de l'État. Voilà. Comme ça, voilà ce que je pense de Calstom. Mais surtout, ne jamais oublier une chose, la souveraineté, c'est une volonté, mais c'est aussi une force matérielle. Jamais l'oublier. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra retravailler dans l'optique de l'utilisation, dans l'optique juridique de l'école des services publics, qu'il faudra peut-être retravailler le domaine de l'État. Alors, ce qu'on appelle domaine, ce sont les possessions matérielles et immatérielles de l'État. Et il faudra retravailler, je pense, certains articles de la Constitution et sur justement cette matérialité de la puissance. Il y a un très bon juriste qui fait ça, et c'est dans un ouvrage récent paru au CNRS sur la privatisation de l'État, quelqu'un de très bien qui avait publié là-dessus. Il va falloir redonner à certains articles de notre Constitution une interprétation extensive pour recréer le domaine public. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à voir. Les privatisations, enfin les renationalisations. Alors le gros problème d'une nationalisation, c'est comme une expropriation pour cause d'utilité publique, elle doit être précédée d'une indemnité. Peut-être même faudra employer des procédures comme la saisie judiciaire. L'audit. Le code fiscal. Comme Poutine l'a fait en Russie. Parce que ça, ce sont des actes qui... C'est pour ça qu'il faut garder ces rapports extrêmement bien faits du CF2R. Parce que ça servira un jour. Faut pas oublier ce genre de choses. Et encore moins les gens qui les ont fait d'ailleurs. International et géopolitique maintenant. Alors Boris Nemtsov, homme politique russe et opposant libéral à Vladimir Poutine, a été assassiné le 27 février dernier à Moscou, donnant l'occasion à toute la presse occidentale de taper une fois de plus sur Vladimir Poutine et de le mettre en cause. Quelle est votre analyse de cet événement ? Il y a des hommes qui sont plus grands morts que vivants. C'est le cas de M. Nemtsov. Alors, il y a 3 choses à savoir sur M. Nemtsov. M. Nemtsov, les circonstances exactes de son assassinat, et là vous me direz que je me réfère tout le temps à lui, mais quand le siècle vous donne un tel homme, il faut pas passer à côté. Jacques Sapir est revenu en détail sur comment c'est arrivé, sur Russe Europe Hypothèse. Site qui doit être regardé autant que faire se puisse par tout le monde. C'est comme le CF2R, c'est des trucs à avoir. Monsieur Nemtsov a été abattu sur un des ponts de la Moskova, entre la Place Rouge et le Kremlin, de 4 balles dans le dos sur un échange total de 8 tirs a priori. Il a eu ce qu'on appelle un carbide shooting, c'est-à-dire quelqu'un qui a tiré depuis une voiture ou immédiatement en sortant d'une voiture. A priori, c'est une Lada blanche. Très bien. C'est une méthode classique du grand banditisme. Donc c'est quelqu'un qui a été entraîné, qui a fait ça, c'est certain. Toutefois, quand on dit le Parlement européen dit ils ont dit quoi, cette espèce de bande de enfin bon,
chef de l'opposition. Non, le chef de l'opposition à Vladimir Poutine, c'est le chef du parti communiste russe, M. Zyuganov, qui a pesé 19% aux dernières législatives. Pourquoi ne parle-t-on jamais de M. Zyuganov en France? Vous avez remarqué? Jamais. Je veux dire pourquoi. M. Zyuganov est un très grand spécialiste de géopolitique, est un homme brillant. Et ce qu'il reproche à Vladimir Poutine sur la scène internationale, c'est sa mollesse. Parce que eux, le Parti communiste russe, ils disent, nous, quand on sera là, vous allez déchanter. Il fait 19%. Hein. À tous les échelons de la Fédération de Russie, ils sont présents. Hein. Ils font jusqu'à 25%. Nemtsov faisait 3-4%. 4%. Et son camp faisait 4%, mais il n'en était pas le chef. Vous avez le Parti libéral-démocrate, il fait 9%. Et ce monsieur qui est le représentant des libéraux. Enfin, qui fait partie de la famille des libéraux dont il n'était pas représentant. Venons-en 2 minutes donc sur les possibilités. Pourquoi Vladimir Poutine, qui avait prévu dès 2012 qu'on pourrait faire tuer certains de ses opposants et pour le charger, quelle utilité Vladimir Poutine avait de le tuer? Absolument aucune. Ensuite, attention, moi je ne me substitue à personne, il y a une enquête de la police russe qui est en cours, j'émets des hypothèses. Donc comme elle n'est pas écartée, gardons l'hypothèse de l'assassinat politique à la demande du Kremlin. Pour ma part, j'y crois 0. 0. Mais gardons-la parce qu'elle n'est pas écartée par l'enquête. Très bien. 1. 2. Quels étaient les autres ennemis de M. Nemtsov? Il faut savoir que l'ère Yeltsin n'est appréciée que par 15% des Russes. Et donc lui, il était vice-premier ministre d'un des gouvernements qui a ruiné la Russie. Il n'en était, par contre, attention, c'était un vice-premier ministre parmi d'autres, et par rapport aux grands oligarques, il était sous la protection de Berezovsky. Mais par rapport aux grands oligarques, c'est pas un petit tambour, mais c'est pas quelqu'un qui est responsable de ce qui est arrivé de la Russie des années 80, surtout 92-93, jusqu'à la crise de 98, il n'en est pas comptable. Ce qu'on appelle la grande braderie à l'Est. Je renvoie au très bel ouvrage Le parrain du Kremlin, d'un ancien journaliste de Forbes qui a été assassiné sous ordre de Berezovsky, parce qu'il est un grand ami de l'Occident, qui était un grand ami de l'Occident, un monstre. Mais ça, bon, ce ne sera pas ni le premier ni le dernier que la diplomatie occidentale créera. Hein. Lui, il n'était pas fréquentable. Donc voilà, le gros problème, c'est que j'aimerais que les médias français connaissent un tout petit peu l'histoire de la Russie, se branchent même sur des blogs très bien faits comme celui de mon camarade Pampromain Bessonnet, de vrais spécialistes de la Russie, pour qu'ils apprennent 2-3 trucs, ou du moins qu'ils fassent respecter la règle charliesque du pas d'amalgame. Donc j'appelle au pas d'amalgame. Il n'y a aucune preuve contre la Russie. Donc, mais ce monsieur qui n'était... Attention, si vous voulez, c'était pas un homme qui n'avait fait que des mauvaises actions. Il s'était élevé contre les surfacturations des Jeux de Sotchi, ce en quoi il avait certainement raison. Ensuite, il était très proche, vu il s'est rapproché des milieux de l'affaire ukrainienne de 2003-2004, en devenant, vous savez, la première tentative de révolution colorée. Merci Georges Soros, illustre inconnu qui aurait mieux fait de le rester. Il s'est rapproché de ces milieux-là. Bon. Ensuite, il a fondé une mouvance faite de plusieurs partis politiques qui est d'inspiration, vous savez, Solidarnosc, quoi. Il s'inspire de Solidarnosc. Il a donc fédéré des petits partis d'opposition avec M. Kasparov. C'est Kasparov qui pleure de ne pas être aimé en Russie, alors qu'il a reconnu dans Newsweek il y a quelques années avoir quelques amis au département d'État américain, et il s'étonne. Donc le très sympathique joueur d'échecs Kasparov, qui n'est pas le pire d'ailleurs. La seule chose, c'est qu'il s'est spécialisé dans l'anti-Poutine. Il a eu la bénédiction des milieux d'affaires parce qu'il avait organisé, ce monsieur Nemtsov, une sorte de, de Davos sibérien, si vous voulez, de réunions d'enfer, etc. Bon,
il a participé aux manifs anti-Poutine, etc. Poutine n'avait aucune raison. Je remarque que c'est pas la première fois qu'on fait ce coup-là. Est-ce que vous vous rappelez d'Anna Politkovskaya, pardon. Elle écrivait des bouquins anti-Poutine qui sortaient à intervalles réguliers en France. On disait que c'était la grande journaliste anti-Poutine. Moi, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit, j'attendais des révélations fracassantes. Et en réalité, elle prenait des scènes de vie très tristes de la Russie poutinienne, mais qui dataient d'avant. Un jeune soldat russe qui pleure devant le port de Vladivostok parce qu'il vient de se faire bisuter et qu'on l'a violé avec un manche à balai, ce qui est horrible. Mais ça, c'est toutes les armées qui s'effondrent, comme l'armée russe a failli s'effondrer. À la fin de l'ère Yeltsin, ça a été la terrible première campagne de Tchétchénie jusqu'à l'ère Yeltsin. À un moment, oui, il y a eu de la brutalité sur soldats, mais je vois pas en quoi Vladimir Poutine en est comptable. D'ailleurs, il y a mis bon ordre. Il dit c'est la faute à Poutine. De toute façon, j'ai un corps au pied, c'était de la faute à Poutine. Aujourd'hui, dès que le temps vous plaît pas, dès que le temps vous plaît pas ou que vous avez une poussée d'acné, le maître du Kremlin n'est pas loin. La seule chose, c'est Politkovskaya a été assassinée. Pourquoi ? Parce que, et ça elle l'a dit, c'est pas moi qui le dis, elle l'a dit à son mari qui vivait avec ses enfants dans un état scandinave, je crois que c'est la Finlande, c'est à vérifier à l'époque. Elle dit, je suis en train d'enquêter sur les bailleurs de fonds du milieu tchétchène. Il faut savoir que, quand on fait une analyse criminologique, il y a beaucoup de Tchétchènes dans la criminalité en Russie. C'est comme ça. Et elle a été tuée par des Tchétchènes qui ont été arrêtés, jugés, condamnés et non exécutés. Ils sont en prison pour meurtre. Tout le monde s'en fout, s'en contrefout. Et le problème, c'est que vous avez des... On utilise... Elle est morte par le milieu tchétchène, pour tout le monde, c'est Poutine qui l'a tuée. Or, il faut savoir que en Russie, vous avez l'équivalent de ce qui se passe au Venezuela, c'est-à-dire Allo Presidente. C'est-à-dire que vous pouvez parler en direct à votre président. Pendant, je ne me rappelle plus, je sais que Chavez c'est une fois par mois, enfin je crois que c'est Poutine c'est une fois par mois, pendant, je ne me rappelle plus, 1 heure ou 2 heures, je ne me rappelle plus. Et on lui a posé la question, Politkovskaya, et on lui posera la question sur Netsov. Et c'est la même réponse. Ces gens-là embêtent beaucoup plus Vladimir Poutine en étant mort qu'en étant vivant. Alors à qui profite le crime ? Certainement pas à lui. Vu que là maintenant le Parlement européen prépare là dans la semaine qui suit cet enregistrement, donc nous sommes au tout début du mois de mars, donc dans la semaine du 9 au 16 mars auront lieu par les institutions communautaires un hommage au plus grand opposant à Vladimir Poutine. C'est-à-dire vous avez un sergent qui devient général à titre posthume. C'est ridicule. Moi, je pense que ce pauvre monsieur a été... Parce qu'il a en effet levé des affaires de corruption, qui ne concernent d'ailleurs pas Vladimir Poutine, mais qui concernent entre autres les Jeux de Sochi, et qui sont réels. Donc il s'est fait de très grands ennemis, qui auraient été capables de l'abattre. C'est des gens qui ont l'habitude de la violence. Premièrement. Deuxièmement, si on doit jouer à celui qui gagne à sa mort, mais il faut parler de quelqu'un d'autre. Il faut parler du nouveau chef de l'opposition libérale. Je vais pas il a un nom, je crois que c'est Navalny ou quelque chose comme ça, c'est Xavier Moreau, qui est quelqu'un de très bien, a fait une vidéo sur lui, donc sur le très bon site Stratpol. Et il faut savoir une chose, entre Netsov et cet homme-là, il y a une différence. Navalny est lui le représentant de l'opposition. Netsov avait des liens avec les Américains, entre autres avec McCain, et également avec l'International Institute of Republicans et avec McFaul, qui est l'actuel ambassadeur américain à Moscou. Mais il n'était pas l'homme des Américains. Navalny, c'est à voir.
Et je pense que l'opposition libérale va pouvoir, disons, passer directement dans ce qu'elle est, c'est-à-dire un ferment disons, de bourgeoisie comprador à la solde de l'étranger. Ce que Kuznetsov n'était pas. C'était le représentant d'oligarques locaux, qui avait une logique pour les photos pleine de goût, sortie de lui après sa mort, une logique très strauss-kahnienne, ou vous savez, la sophitélite, le fait d'avoir la main un peu trop verticale. Et je pense que pour le faire tomber, c'est ça qui a été utilisé, vu que je vous signalerai que le jour où il a été exécuté, l'un des chefs du parti des régions, donc contre Maïdan, en Ukraine, a été balancé par la fenêtre, et tout le monde s'en fout, du 17e étage. Ça, c'est des morts blanches, des morts qui n'intéressent personne. Et surtout, que il y a beaucoup de choses à regarder sur la belle qu'il avait à son bras ce soir-là, Kuznetsov. Parce que je crois que la belle en question a été vue au bras de gens un peu particuliers. Je renvoie nos internautes à ça et ils trouveront facilement. Je crois que c'est ça qui a été fatal à M. Kuznetsov. La seule chose, c'est qu'on s'en sert encore pour déstabiliser la Russie. C'est gras. Et surtout de la part de gens qui n'ont que droits de l'homme à la bouche. Or, je croyais que dans les droits de l'homme, le fait que tout homme est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité puisse être prouvée, pour ça d'ailleurs que vous avez remarqué que je n'ai pas accusé M. Navalny de quoi que ce soit. Pas plus que des affaires multiples de détournement de fonds qui sont encore en instruction. Et pour l'instant, il est coupable de rien. Il a été condamné de rien. De rien pour les affaires en cours. Il a été condamné dans le passé. C'est des condamnations définitives, donc on peut y faire mention. Par contre, on peut en faire mention, pardon. Donc voilà. C'est... si vous voulez, on s'en sert encore pour déstabiliser la Russie. On fait de Poutine un assassin alors que quand est-ce que l'Occident apprendra à avoir un peu de respect pour les hommes qu'il prend en ennemis? D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Vladimir Poutine est un grand chef d'État. Quoi qu'on en pense. Et surtout, parce que là, il a le syndrome d'Asperger, donc il sera autiste. Ça, cette tendance à la médicalisation. Comme là, par exemple, il y a une étude sur la paranoïa qui sort dans l'Express, comme quoi le vote Front National serait la paranoïa. Vous savez, l'Union soviétique faisait ça. L'Amérique d'après 1945 a fait ça. C'est-à-dire toute personne qui dévie, à l'HP. Ce ne sont pas tout à fait des méthodes démocratiques, ça. D'insulter un État étranger, le chef démocratiquement élu d'un État étranger en plus. Et quand bien même n'aurait-il pas été élu, je n'ai même pas le droit, si on suit les règles de la diplomatie, moi je n'ai pas le droit de dire ce que M. Kim Jong-un est... j'ai même pas le droit d'observer qu'il est formel coiffé. Mais vu les traits du personnage, je sais pas ce qu'il a fait à son coiffeur. Mais si vous voulez, vous n'avez pas le droit de juger personnellement chef d'État étranger et de faire des projections sur sa santé mentale. De combien l'Occident régressera-t-il? Et de dire qu'il n'a pas le droit d'être sur la Terre. Ou de dire qu'il n'a pas le droit d'être sur la Terre. De sympathique monsieur Fabius qui s'est attaqué à Bachar al-Assad. Il y a des règles dans la diplomatie. Je vous rappelle qu'un chef d'État latino-américain a vu son avion arrêté, perquisitionné par les Européens. C'est 2500 ans de régression. Les Grecs avaient créé les règles de la diplomatie en Méditerranée. On ne touche pas un émissaire. On ne touche pas aux communications que l'émissaire porte sur lui. C'est-à-dire, les messages que porte un messager, s'il a, au-delà du message qu'il vous donne, ne doivent pas être ouverts. Les Grecs avaient déjà compris tout ça. Nous régressons à ce point-là.
Le problème, c'est que ça n'aura qu'un temps, car ce genre de petites déstabilisations qui ont été relayées en France par monsieur, l'ancien vendeur de bagnoles d'occasion de Bayonne, là, comment il s'appelle? Monsieur Apathy. Le Monsieur Apathy, c'est quelqu'un qui devrait lourdement retourner à vendre des bagnoles hors d'usage à des étudiants et à des petites vieilles sans permis. Mais, si vous voulez, si vous voulez, c'est un manque de tout, c'est un manque à tous les principes de la diplomatie. C'est un manque à l'égard de toutes les règles que nous avons nous-mêmes créées. Et ça, et ne pas être capable de se tenir à des règles qu'on a créées nous-mêmes est une des pires des marques de décadence pour l'ensemble des nations de l'Occident.